Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart en direct chaque jour du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, vous les connaissez bien dans son job. Aujourd'hui, le télétravail dans la culture d'entreprise de NetApp, qui est un groupe mondial. On fera le point avec le DG France de cette entreprise informatique. Smart et Réglo, la base de données économiques et sociales. Bah oui, il y a beaucoup de patrons de PME de plus de 50 salariés qui ont tendance à l'oublier et il ne faut pas l'oublier, nous expliquera un avocat dans quelques instants. C'est un outil indispensable lorsque l'entreprise traverse une crise. Pause café, debout, eh bien vous avez rendez-vous avec le succès. Oui, il faut se lever tôt. On parlera de tous ceux qui se lèvent très tôt, qui font du sport, qui lisent la presse, bref, qui prennent en main leur journée, leur matinée et d'une manière plus large, leur vie. On fera le point avec Fanny Griesmer. C'est pas toujours facile, il faut le dire, de se lever tôt. Le cercle RH, qui est notre débat sous forme de grand entretien. Sa parole est rare. Stefano Scarpetta sera avec nous, directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. C'est 37 pays membres qui nourrissent de rapports, d'analyses et de propositions les États. On fera le point avec lui sur la situation de l'emploi au sein de cette institution. En France, bien entendu, quelles sont les mesures à mettre en place pour faire cette relance après Covid? C'est une question importante et on lui posera dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi avec Kérus, on revisite l'entretien d'embauche. Bah oui, c'est important cet entretien d'embauche et le RH a la main sur ces entretiens. On fera le point avec cette institution. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job, et j'ai envie de dire, on pourrait presque rajouter dans notre rubrique bien dans son télétravail, parce qu'on en parle beaucoup dans cette rubrique du télétravail. Il s'est imposé progressivement dans beaucoup d'entreprises et il est devenu 100% dans l'entreprise que je vais vous présenter. Bonjour Guillaume Delanchir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de NetApp France, donc qui est la filiale du groupe NetApp, qui est une très grosse entreprise. C'est quoi, c'est 10 000 collaborateurs NetApp? Oui, absolument, c'est à peu près 10 000 collaborateurs dans le monde. On est présent dans une centaine de pays et en France, on est 160 collaborateurs. 160. On ne vous connaît pas en marque grand public et pourtant vous êtes partout. Qu'est-ce que vous faites exactement chez NetApp? Alors effectivement, NetApp, on n'est pas très connu dans le grand public. Néanmoins, on est une société de fourniture de services informatiques au niveau du stockage. Donc le stockage informatique, quand vous prenez un système d'information pour les entreprises, vous avez 3 dimensions. Vous avez la dimension réseau pour acheminer l'information, la dimension stockage pour mettre quelque part l'information, un peu comme des gros disques durs, et la dimension qu'on appelle serveur, qui sont en fait des ordinateurs qui font du calcul sur lesquels vous avez les applications. Voilà. Donc ça, c'est au niveau infrastructure des entreprises. Ça, ce sont vos métiers. C'est ce que vous proposez comme service aux entreprises. On propose des solutions donc hardware et software pour gérer justement toute cette logique de stockage de données. Alors c'est intéressant parce que c'est une question qu'on pose beaucoup aux invités de cette rubrique. On va bientôt fêter, je mets des guillemets, c'est un an de confinement qui était un confinement dur à partir du 16 mars dernier. Vous êtes passé en 100% télétravail, on appelle ça full remote, c'est le mot que j'imagine vous utilisez. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez pris cette décision? Est-ce que ça a été difficile, vous qui dirigez cette filiale, à mettre en place? Alors, il y a deux choses. Il y a la difficulté technique et il y a la difficulté humaine. D'un point de vue difficulté technique, ça a été très simple parce qu'en fait, on a l'habitude depuis des années et des années de travailler avec un mode de travail très flexible. On a presque 100% des collaborateurs qui ont la capacité de travailler de façon très flexible à la maison lorsqu'ils se déplacent, etc. Où ils veulent. Donc, où ils veulent, absolument. Donc pour nous, il n'y avait pas d'enjeu technologique majeur. La véritable difficulté et la véritable problématique était humaine et faire en sorte que les gens continuent à travailler, les collaborateurs continuent à travailler correctement avec la même facilité en étant isolés chez eux avec leur famille. Et voilà. Alors ça, vous soulevez le débat propre à presque toutes les entreprises, c'est-à-dire faire en sorte que vous restiez connectés. Votre boulot de DG, c'est-à-dire c'est aussi d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Comment on fait? Comment on organise tout cela? Comment on gère? C'est quoi? C'est des développeurs, c'est des informaticiens, c'est des gens qui sont un peu atomisés un peu partout. Est-ce que certains vous ont dit, écoutez, moi je vais partir, je sais pas, sur les îles Canaries, je vais partir en Guadeloupe. Est-ce que vous avez vu ces cas de figure de ceux qui vous ont dit, moi je suis un nomade, pourquoi rester en France? Alors, techniquement, les contrats de travail de NetApp France demandent à ce que les collaborateurs
collaborateurs travaillent en France. C'est important de l'entendre. Oui, non, mais c'est important parce qu'on n'a pas pu autoriser les collaborateurs, on a eu qu'à certaines demandes, de partir à l'étranger pour des questions simplement d'assurance. Donc on a demandé aux collaborateurs de rester en France. Bien évidemment, on a les collaborateurs qui sont restés chez eux, certains ont eu la chance de partir dans leur famille ou dans les maisons de campagne, donc on s'est organisé de cette façon. Il y a eu des tensions au départ parce qu'il faut organiser ce travail, maintenir la qualité de service, parce qu'en face, vous avez des clients qui vous disent, nous, il faut que rien ne s'arrête. Alors, des tensions, je ne dirais pas des tensions. En fait, on a eu une mobilisation très importante de tous les collaborateurs. Je pense qu'on a tous vécu une période où on a vécu une crise et quelque part, tout le monde avait envie de continuer à maintenir le niveau de service et une logique de travail telle qu'on la connaissait avant. Donc il y a eu un effort particulier de tous les collaborateurs dans l'entreprise. Ça, c'est un point à souligner très très important. Donc l'engagement de vos collaborateurs. Très fort, très très fort. Nous, au niveau direction, notre difficulté était effectivement, vous l'avez souligné, de se poser la question de maintenir le lien, maintenir la motivation, etc. Donc on a pris plusieurs initiatives. La plus simple était déjà de créer ce qu'on a appelé des virtual coffee régulièrement toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on a une connexion. Continuez là parce qu'on nous dit, oui. On nous dit sur ce plateau que les gens commencent à s'en lasser un peu. Quand je dis virtual coffee, c'est une prise de parole que j'ai avec différentes personnes en fonction des sujets que nous avons, qu'on essaye d'avoir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec 100% des collaborateurs où on a des espaces de discussion. Vous, hein? Absolument, moi, oui. Vous ouvrez le robinet et on parle au patron. Tout à fait. Et l'objectif pour nous, enfin, en tout cas pour moi, et ce qu'on a décliné du mieux possible, en tout cas, était de partir du principe que les conditions de travail des collaborateurs étaient très diverses. Certains avaient des conditions logistiques faciles, d'autres très difficiles, tout simplement parce que quand vous êtes tout seul, célibataire, jeune, dans un appartement à Paris, c'est beaucoup plus difficile que quand vous êtes en famille en province, on a des bureaux en province. Donc les situations étaient très difficiles. Donc le maître mot était l'empathie, comprendre quelles étaient les difficultés possibles des collaborateurs et surtout s'adapter et leur laisser une liberté dans leur organisation, très important. Guillaume Delantier, il y a aussi, alors ça c'est intéressant parce que c'est presque un bilan à une année qu'on est en train de faire ensemble, parce que vous aussi, vous allez faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis un an, réveil musculaire, yoga, faire en sorte que tous ceux qui travaillaient pour vous, vos collaborateurs, soient pas un peu ankylosés sur leur canapé, quoi, pour le dire simplement. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place du sport à distance, des choses comme ça. Certains collaborateurs, de façon tout à fait personnelle, ont proposé, parce qu'on a des collaborateurs sportifs, ont proposé eux-mêmes de donner des cours à distance. Voilà, qui crée aussi du lien. Absolument. Alors, on a essayé de mettre en place pas mal de choses. Au niveau corp qu'on a décliné en France, on a par exemple tous les 2e vendredis de chaque mois, on demande aux collaborateurs, personnellement je l'applique vraiment, de ne faire aucune réunion virtuelle pour que les collaborateurs puissent se reposer un petit peu intellectuellement, travailler dans des conditions plutôt un peu plus sereines, au moins une fois par mois. De la même façon, on a offert depuis le début du confinement 2 journées supplémentaires de congés aux collaborateurs qu'on appelle les Wellness Days. L'idée est de dire, écoutez, merci beaucoup, on tient vraiment à vous témoigner le fait que votre engagement mérite aussi que vous vous reposiez. Voilà, on a mis en place un ensemble d'initiatives. Faire en sorte que le salarié soit bien dans son nouvel environnement. C'était un nouvel environnement. On avait une entreprise la semaine dernière qui nous disait, moi, 70%, on a étudié évidemment, on a fait des études, 70% de nos collaborateurs ne veulent pas revenir en présentiel, 30% donc souhaitent revenir. J'imagine que là aussi, vous êtes en train de faire vous compte que ça part d'en haut, que c'est un grand groupe et que chacun réfléchit à la manière dont on réorganise ses bureaux, ses lieux de travail. Comment vous faites là aujourd'hui ? Vous faites une petite étude, un questionnaire ? Alors, vous revenez pas ? On l'a fait. Alors on a fait 2 types de questionnaires. On a fait plusieurs questionnaires pour connaître justement la santé mentale des collaborateurs, leur demander comment ils allaient. Alors ? C'était très important. Plutôt bien, on a beaucoup de chance. Les collaborateurs ont bien vécu jusqu'à maintenant la situation d'une façon générale. Et on a fait effectivement une enquête pour leur demander leur avis, en tout cas leur volonté du nouveau modèle de travail de demain. Et alors, assez proche de vos chiffres, on a eu 75% des collaborateurs, et ça c'est une enquête monde, donc qui est sur l'ensemble des 10 000 collaborateurs. D'accord. 75% souhaitent un mode de travail hybride, sous-entendant une partie à la maison et une partie au bureau. À peu près 15% souhaitent un mode exclusif au bureau, et environ 10% souhaitent un mode de travail exclusif à la maison. Donc relativement faible. Sachant qu'on a des populations anglo-saxonnes, certaines américaines, donc déjà, on peut mitiger un petit peu ce chiffre. La suite pour vous, il y avait une croissance de plus de 100%. Alors ça fait rêver. Voilà, c'est assez impressionnant entre 2019 et 2020. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous accélérez encore parce que les entreprises digitalisent, numérisent, donc ont besoin de stockage, de cloud.
Est-ce que la demande est plus forte là? Alors la demande est très forte, et puis il n'y a pas que les entreprises en fait, les usages en général explosent. Évidemment. Vous avez ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, vous avez les véhicules autonomes, vous avez énormément de nouveaux usages. Qui ne roulent pas encore, faut... La 5G, oui, mais vous avez beaucoup d'usages qui se créent. Il faut juste comprendre qu'au niveau des données, du volume de données dans le monde, entre 2018 et 2020, en 2 ans, on a généré autant de données qu'à la création de l'Internet, on va dire en 1995 jusqu'en 2018. C'est extravagant. Voilà. Et on va multiplier par 8 cette volumétrie dans les 4 à 5 années à venir. Voilà. Donc on est dans une explosion totale du volume de données. Les données et leur stockage qui suscitent d'ailleurs un certain nombre de débats parce que ça, évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie. Peut-être que vous aurez l'occasion de venir nous en reparler. Vous embauchez pas? Comment ça se passe? Aujourd'hui, vous accélérez, donc vous avez, j'imagine, besoin de talent. Absolument, on continue à embaucher. On a sur notre site netapp.com, sur la rubrique France, vous avez les offres qui sont en ligne. Allez sur la rubrique France. On a plusieurs jobs ouverts, des jobs de sales, de commerciaux et des jobs également un petit peu techniques. Donc. Sales, commerciaux, techniques. Allez jeter un œil chez NetApp. NetApp, entreprise américaine fondée en 92, 10 000 collaborateurs, avec son directeur général sur le plateau, le DG France, qui est resté connecté, comme on dit, avec tous ses collaborateurs qui ont l'air de plutôt bien se porter. Voilà, si on devait résumer le fruit de notre rencontre. Merci Guillaume de Landshear d'être venu sur notre plateau, directeur général de NetApp France. C'est quand votre prochain la petite visio avec les collaborateurs? Cette semaine. Cette semaine. Vous savez déjà ce que vous allez dire? On va se réunir avec la DRH et avec la personne qui gère la com interne chez nous pour justement choisir les thèmes, et on lance un appel systématique aux collaborateurs qui souhaitent proposer des thèmes. Et voilà. Ça c'est intéressant d'ailleurs, on n'a plus le temps, mais ça permet aussi aux collaborateurs de pouvoir s'impliquer dans les process de production, et ça c'est très intéressant pour vous, j'imagine. Merci Guillaume de Landshear d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, alors ça ne vous concerne pas, vous êtes un très grand groupe coté, mais pour les entreprises de plus de 50 salariés, vous allez le voir dans Smart et Réglo, il y a un document qu'il ne faut surtout pas oublier de remplir. On en parle tout de suite avec notre avocat. Smart et Réglo, un avocat, un conseiller juridique, un expert juridique. Aujourd'hui, un avocat, Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Vous avez l'air essoufflé. C'est les 10 secondes. C'est ça, les fameuses 10 secondes. Avocat associé en droit social. Je voulais vous interroger, et c'est vous qui souhaitiez d'ailleurs parler de ce document, oui. Parce qu'on parle beaucoup de tous les outils dont doivent bénéficier les entreprises en cas de difficulté. Là, vous nous parlez de la base de données économiques et sociales. Et justement, elle fait écho avec les risques de difficultés que peuvent rencontrer une entreprise dans l'histoire, dans le parcours d'une entreprise. Et cette base de données économiques et sociales, dites-nous à quoi elle sert et pourquoi il faut la remplir. En fait, elle est très importante parce qu'elle concourt au dialogue social. On a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau à de nombreuses reprises. En fait, la philosophie essentielle de cette base de données, c'est que l'employeur va mettre à disposition de ses partenaires sociaux, donc le comité social et économique et les délégués syndicaux, une base de données dans laquelle vont figurer un certain nombre d'éléments relatifs à la vie de l'entreprise. Et ce qui est très important, c'est que ça concerne la vie de l'entreprise sur le passé, mais aussi sur les perspectives d'avenir de l'entreprise. Faut quand même le préciser, Étienne, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Si on ne le met pas en place, c'est un délit d'entrave. Donc c'est un délit d'entrave, ça veut dire que les partenaires sociaux peuvent se retourner vers qui à ce moment-là pour faire... Vers leur employeur ou vers l'inspection du travail qui va faire un PV de constat. Qui estime qu'elle n'a pas reçu ce document qui lui permet d'avoir une visibilité, une photographie à l'instant T, puis aussi la projection. Ça doit comporter combien d'items? Parce que c'est quand même pas un dossier de 72 pages. C'est quand même extrêmement volumineux. Il y a 9 thèmes obligatoires et au sein de ces thèmes obligatoires, il y a des sous-catégories. Typiquement, le premier thème qui est celui de l'investissement social et de l'investissement des actifs matériels et immatériels. Dans tout ce qui est investissement social, c'est en fait tout ce qui va être le bilan social de la société, c'est-à-dire le nombre de CDI, le nombre de CDD, le nombre de stagiaires, le nombre d'apprentis, pour voir l'évolution sur le passé et les perspectives d'avenir, puisque l'autre conséquence, quelque part, de l'absence de la base de données économiques, c'est le fait de ne pas pouvoir consulter ses partenaires sociaux sur les orientations stratégiques de l'entreprise. On en a parlé, c'est très important et ça concourt, encore une fois, je me permets d'insister là-dessus, à la transparence et la qualité du dialogue social. Plus les partenaires sociaux auront confiance dans la qualité de l'information donnée par l'employeur, bien plus il pourra y avoir lieu à dialogue social au sein de l'entreprise. Dialogue et accord, puisque l'intérêt du dialogue, c'est de pouvoir faire avancer un certain nombre d'accords organisant, modifiant. C'est quand même sensible, il faut le dire, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'entreprise parfois hésite.
parce qu'elle met entre les mains d'élus, délégués du personnel, des élus, des données très sensibles, de la stratégie de l'entreprise. Exactement, et ce sont des données relativement précises aussi, et donc si elles tombaient à la concurrence, évidemment, notamment sur les perspectives d'avenir, cela pourrait être néfaste. C'est pour ça que aussi bien l'administration que les textes rappellent que les informations qui sont données dans la base de données sont des informations confidentielles, et d'ailleurs il est recommandé, puisque la base de données doit être mise en place par accord d'entreprise, que l'on rappelle à cette occasion-là que la contrepartie, quelque part, de la confiance que l'on donne, c'est que cette confiance soit honorée et que donc ces données restent au sein du dialogue social. Juste d'un mot, vous l'avez déjà évoqué, je vous ai posé la question, mais je vous la repose d'une manière différente. Vous constatez des chefs d'entreprise qui, finalement, par faute d'information, ne savent pas qu'il faut faire ce BDES, puisqu'on l'appelle le BDES. Vous le constatez? Oui, Ils se disent, notamment... oups, je ne l'ai pas fait. Oui, on constate encore trop, malheureusement, dans les audits que l'on fait en cas d'acquisition. Les grandes entreprises de plus de 300, c'est assez rare qu'elles ne l'aient pas encore mise en place. Les petites entreprises sont bien structurées, bien conseillées, elles ont d'excellents conseils. Les entreprises, en revanche, entre 50 et 100, là, c'est un peu plus rare. Généralement, on sait qu'on doit mettre en place un CSE. On sait un peu moins qu'on doit aussi leur fournir un certain nombre d'informations. Et souvent, il y a aussi de la réticence parce qu'il y a cette sorte de persistance rétinienne de ce qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance dans son CSE. Et pourquoi je leur donnerai toute cette information-là et à quoi ça sert? Et en fait, est-ce que j'encours pas le risque de toute façon? Je ne gère pas ce risque de délit d'entrave de toute façon. Il y a la question du délit d'entrave des 7 500 €, mais enfin, j'allais dire, c'est un peu anecdotique. Enfin, c'est 7 500 €, bien sûr, mais quand même, en cas de difficulté de l'entreprise, ce document, l'entreprise va mal, parce que la crise Covid l'a impacté, par exemple, ce document, il lui sert à quoi? Il permet aux deux parties prenantes de pouvoir dire, vous avez vu, là on avait évoqué une prospective de création d'emplois, mais là on ne peut plus le faire. C'est sur ce document qu'on s'appuie pour justifier une difficulté? Exactement, en fait c'est par ce document que l'on a informé ces partenaires sociaux de la situation de l'entreprise. Et donc c'est très important parce que auparavant, quand on était amené à consulter les partenaires sociaux, on leur donnait une liasse de documents juste pour la consultation. Là, en fait, non seulement on doit mettre en place la base de données, mais on doit l'actualiser régulièrement à chaque fois qu'on a des données. Alors évidemment, sur le passé, c'est plus facile d'avoir des données chiffrées et précises. Pour le futur, on peut se contenter de grandes masses, mais néanmoins, comme on doit chaque année consulter ces partenaires sociaux sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la fourniture de ces éléments sert de base à cette consultation. Et si on ne met pas cette base de données en place ou si on ne l'actualise pas, eh bien on ne peut pas les consulter sur ces orientations stratégiques. Et c'est ça qui est très important. Donc le conseil que vous donnez avant de nous quitter aux chefs d'entreprise, avec cette petite poussière, vous avez vu, qui vole au-dessus de vos yeux, c'est très poétique, c'est attention, soyez vigilants, remplissez bien ce document. On peut faire de la rétention, pour le dire un peu simplement. C'est-à-dire, on remplit le document parce qu'il y a une obligation légale, on vient de l'entendre, mais on ne met pas tout. En fait, comme on le met en place par accord d'entreprise, on peut dans l'accord déterminer à l'intérieur de ces grandes catégories qui sont obligatoires ce que l'on va mettre et ce que l'on ne va pas mettre. C'est aussi tout l'enjeu de la négociation avec les partenaires sociaux. Après, l'actualisation, elle est faite de manière récurrente et on doit informer nos interlocuteurs de ce que cette base de données a été actualisée. Et donc, ils vont aller chercher évidemment l'information qui s'y trouve. Avant de nous quitter, tout le monde n'a pas un DRH. Dans des entreprises de 50 salariés, il faut le reconnaître, il n'y a pas de directeur des ressources humaines, c'est souvent le patron qui gère tout ça, avec un collaborateur ou une collaboratrice. Qui doit gérer ce BDES? Les avocats qui remplissent ce document, enfin les conseils? Alors, ou les gens dans l'entreprise? Les conseils, évidemment, vont aider à structurer et puis à la négociation de la mise en place. Encore une fois, ça doit passer par un accord d'entreprise, donc on va accompagner le dirigeant dans cette mise en place. Après, la récurrence des informations, c'est à nous de les informer ou de leur rappeler qu'ils doivent l'actualiser, mais c'est aussi à eux de s'emparer de cet outil-là, parce que c'est un outil qui concourt, encore une fois, à une bonne qualité du dialogue social. La bonne qualité du dialogue social, et on en a besoin en ce moment, dans un contexte d'incertitude. On n'est pas encore sorti de cette crise Covid, loin de là, avec l'incertitude des entreprises. Merci Étienne Pujol, avocat associé en droit social, Berilo. Tout à fait. C'est votre cabinet, je ne l'avais pas cité. Merci d'être venu, on se retrouve très bientôt, peut-être avec cette petite poussière qui va venir nous chatouiller les narines. On fait une petite pause, la pause café avec Fanny Griesmer. Je ne sais pas si vous êtes partie de ceux-là, mais c'est ceux qui se lèvent tôt. Vous savez, ces chefs d'entreprise, ces managers qui très tôt le matin vont courir, lisent la presse, bref, presque une caricature. Fanny Griesmer nous lève un coin de voile sur ceux qui se lèvent très tôt le matin. Debout, non pas vous êtes filmé, mais vous avez rendez-vous avec le succès. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin? Que ceux qui se lèvent à 9h30 en lisant un bon livre et en sirotant leur café,
sont des feignasses qui ne réussiront pas leur vie. Bon, si vous lisez, a priori, voilà, il y a je déjà regarde un petit Instagram. quelque chose. Non, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une routine à mettre en place dès le réveil. Une routine qui promet non seulement d'améliorer votre productivité, mais aussi et surtout de démultiplier le temps. C'est la théorie du Miracle Morning. C'est bien dit ça. Et oui, ou comment un réveil aux aurores, mais bien organisé, peut faire des miracles. À votre avis, Arnaud, quel est le point commun entre Tim Cook, Richard Branson et Tim Armstrong ? Ils s'appellent Tim tous, non? Non, puisqu'on a Richard Branson. Voilà, ce sont des lève-tôt. Ce sont des lève-tôt. Et ils ont réussi, voilà, se lever aux aurores, à l'aube. D'après l'auteur américain Hal Elrod, ce serait même la clé du succès. Les winners, non, ce n'est pas à 9h. Ah, voyez. Qu'ils émergent pour humer l'air du temps. À 6h45, Anna Wintour, directrice du Vogue US, a déjà tapé la balle pendant 1 heure sur un court de tennis. L'ancien PDG d'AOL, Tim Armstrong, a lui déjà fait ses exercices, lu et répondu à ses mails. Le PDG d'Apple, Tim Cook, la présentatrice d'Oprah Winfrey ou encore l'entrepreneur Richard Branson ont eux aussi déjà fait chauffer leurs muscles et leurs neurones à l'heure où vous vous apprêtez seulement à faire peut-être couler votre premier café. Des pros, hein, tous, oui, surtout de l'autodiscipline, visiblement. Le Miracle Morning. On le dit un peu à l'américaine. Oui. C'est quoi C'est quoi? C'est un Ça veut dire miroir aux que alouettes tout se joue le matin. à l'aube. L'avenir, Dès l'aube. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pour le dire en français. Et avant 8h, pour être précis, en tout cas, c'est ce que pense Hal Elrod. Cet homme, c'est l'auteur du best-seller The Miracle Morning, ou The Morning Miracle, paru en 2012 aux États-Unis. Dans ce livre, c'est une méthode qu'il propose, une méthode qu'il a d'abord appliquée à lui-même. Pour la petite histoire, Hal Elrod a été renversé par un camion à l'âge de 20 ans. Les médecins lui prédisaient des troubles cérébraux, la perte de l'usage de ses jambes. Au lieu de cela, il s'est métamorphosé en véritable marathonien d'une part, businessman de l'autre et enfin coach de vie. Alors au-delà de sa résilience, c'est l'hygiène de vie qu'il s'est fixé qui lui aurait, selon lui, sauvé la vie. L'homme est l'invité régulier des shows télé, l'américaine bien sûr, des séminaires de développement personnel. Il est donc devenu depuis le gourou des lève-tôt. Et pas seulement les manias du business ou des médias. Il fait des millions d'adeptes à travers le monde. Un phénomène qui, d'ailleurs, s'est offert un joli regain d'intérêt ces derniers temps, avec le premier confinement, notamment, et ses besoins de... Vous savez, de nouvelles vies, de bonnes résolutions, comment redémarrer et tout recommencer à zéro, une page blanche en quelque sorte. C'est intéressant. Tout le monde ne peut pas le faire, ça, non? C'est compliqué. Lui, il donne son pensum, mais il y a quoi? Il y a une sorte de guide pratique. Parce que, comme je vous le disais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc il ne suffit pas de bien s'organiser la veille, de préparer son costume cravate pour être opérationnel dès le matin. Non, il va falloir avancer votre réveil et l'avancer d'au moins 1 heure. L'idée, c'est que si vous avez des projets, des envies de réussir, des rêves dans un coin de la tête et qu'ils vous semblent totalement inaccessibles, totalement irréalisables, eh bien, le matin peut visiblement vous aider à passer à l'action. En résumé et en pratique, qu'est-ce que ça donne? On arrête de snoozer, on ne repousse pas le réveil. Snoozer. Oui, vous appelez, c'est un rappel de sonnerie. Oh là, tous ces mots anglais que Fanny nous sort aujourd'hui. L'iPhone, je crois que c'est les 8 minutes. Oh là là, 8 minutes et on appuie jusqu'au dernier moment. Sauf que vous restez dans un état un petit peu comateux et c'est pas ce qui vous rend le plus efficace. On dit procrastiner aussi. Exactement. Et vous vous levez d'un bond, tout de suite, opérationnel. Vous avez 1 heure devant vous, c'est formidable. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? La vie devant soi. C'est la vie devant soi, exactement. Eh bien, vous allez pouvoir adopter ce nouveau rituel censé, selon Hal Elrod, vous aider à vivre enfin la vie de vos rêves. Tout un programme, de belles promesses, mais le programme est assez chargé, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure? De la méditation pour se vider l'esprit, commencer sa journée par une page blanche, des affirmations et des visualisations positives, on en parlait vendredi. C'est exact. Pour lutter contre le trac, voilà, vous imaginez votre réussite. C'est très stimulant, ça booste la confiance en soi. Des exercices physiques. Voilà, vous pouvez aller courir, ou vous commencez par de la boxe pour les plus courageux, mais aussi du yoga peut-être ou du pilate, voilà, pour vous réveiller en douceur. Ça vous donne de l'énergie et ça aussi vous dissuade d'aller vous recoucher, ça peut aider. C'est important. Des lectures inspirantes, vous pouvez lire également la presse, et de l'écriture introspective. Tenir son journal par exemple, noter, faire votre to-do list, noter vos objectifs.
Bon, il va falloir de la persévérance, pas facile à mettre en place. J'ai baillé un peu là. Si on sait, oui, va falloir s'accrocher. Léger bâillement. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut en moyenne, selon certains experts en tout cas, 21 jours pour en créer une bonne habitude. Donc voilà, encore presque un petit mois de souffrance. Un petit mois avec week-end compris. Et oui, c'est sans doute ça la difficulté de cette méthode et de ce rituel matinal, c'est que les efforts, il ne faut pas les relâcher. Donc le week-end, va falloir également vous lever tôt. Adieu la sacro-sainte grasse matinée. C'est compliqué. Alors c'est vrai que la méthode a soi-disant des effets miraculeux, mais le problème numéro 1, le miracle en tout cas, c'est celui de peut-être réussir à se lever tout court. Avancer son réveil d'1 heure, surtout qu'on a tendance à se coucher de plus en plus tard. Mais oui. C'est un fait. On ne négligera pas non plus ses besoins de sommeil. Je pense que c'est ça le plus important. Alors peut-être avec le couvre-feu, vos soirées sont peut-être monotones en ce moment, donc vous pouvez tenter la méthode en ce moment, vous couchez plus tôt, pourquoi pas, a priori vous n'allez pas louper grand-chose. Autre point, si vous êtes de jeunes parents, oubliez l'idée. Voilà, le miracle, c'est peut-être que votre petit arrivera enfin à faire ses nuits et que vous arriverez à dormir. Mais voilà, moi, pas besoin de la méthode américaine. Quand on a un enfant, on se lève. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Est-ce que tout le monde peut l'appliquer? Je ne suis pas sûre. Moi, ce que je pense, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'il faut réaliser qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. C'est fondamental. Peu importe l'heure de la journée finalement, que ce soit le matin, le midi ou le soir, et surtout faire de bonnes nuits de sommeil, c'est certainement ça qui boostera davantage votre productivité. Merci Fanny. Puis aussi les présidents de la République, vous savez, ils dorment en général 5 heures par nuit. Alors il paraît qu'il n'y aurait que 2 ou 3% de la population qui serait capable, qui se réveillerait d'équerre après 5 heures de sommeil. L'actuel président dit qu'il ne dort que 5 heures par nuit, qui est évidemment un gain. Alors je l'ai fait personnellement, mais je pense que ça dure qu'un temps. Voilà, ça ne dure qu'un temps. En général, oui, président, comme vous dites, ça ne dure qu'un temps. Aussi. Merci Fanny d'être venue sur le plateau. Soyez des winners le matin, sans téléphone. Vous avez vu dans la liste, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas les mails. Alors, il y a les mails, en tout cas les PDG, les fameux PDG, mais voilà, on vous conseille de déconnecter. La méditation peut vous aider. Voilà, on laisse le téléphone de côté et tous les liens avec le numérique si possible. On se retrouve demain, Fanny. Avec plaisir. Levez-vous tôt, demain matin, on sera là, on sera vigilants. En tout cas, nous, on sera là. On va tenter demain. On sera là en direct, en tout cas. Tout de suite, on fait une courte pause avant de retrouver Stefano Scarpetta, qui est en charge, qui est quelqu'un qui a la parole rare, directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, qui est une institution de 37 pays membres. Ce sont des dizaines et des dizaines de dossiers que lisent les gouvernements de tous ces pays. Ils sont conseillés, orientés sur les politiques d'emploi et on va évidemment le sculpter aujourd'hui pour savoir la réalité aujourd'hui des pays de l'Union et puis de l'après, de la relance après le Covid. Que faut-il mettre en place? On en parle avec lui après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat en forme aujourd'hui de grand entretien avec une personne dont la parole se fait rare. Stefano Scarpetta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur de l'emploi, du travail, des affaires sociales à l'OCDE. Alors l'OCDE, tout le monde connaît cette marque. Personne ne sait qu'il y a 37 membres. Il y en avait 31 auparavant. Des marchés capitalistes, mais pas que des pays riches, il y a aussi des pays émergents. L'ancien président, on va en parler, était un Mexicain, et aujourd'hui arrive à la tête de l'OCDE un Australien, l'ancien ministre des Finances. Il s'opposait d'ailleurs à une commissaire européenne, suédoise. C'est intéressant parce que c'est un peu une guerre des modèles, puisqu'on va en parler de la Suède, qui fait de la qualité, de la quantité, qui a le fameux modèle suédois. Satisfait? Une réaction d'abord de la nomination à la tête de votre institution qui est basée à Paris, faut-il le préciser, 2500 collaborateurs qui travaillent à Paris, qui font des dossiers, des rapports, des expertises. Satisfait d'avoir un Australien? Alors il a été un peu bousculé par les écologistes notamment, qui trouvaient que c'était pas une bonne idée de le nommer. Comment vous le regardez, cet homme, ancien ministre des Finances? Déjà, c'est bien qu'on a effectivement, la décision a été prise. On aura un nouveau secrétaire général qui va commencer le 1er juin. C'était un processus long. Il y avait au départ 10 candidats, tous très forts, je dirais-je, d'ex-ministres, de gens qui quand même, il y avait énormément de compétences et qui apportaient différentes perspectives. Donc après, on est passé de 10 à 5, de 5 à 4, de 4 à 2, et finalement, la décision a été prise jusqu'à la fin de la semaine dernière.
C'est quelqu'un de très bien, on le connaissait, c'est un ministre des Finances qui a une période très longue, qui était 7 ans ministre des Finances, qui a quand même beaucoup d'expérience, qui a une double nationalité, donc apporte effectivement la perspective un peu australienne, mais aussi celle de la Belgique, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est né et qui a vécu pendant une période de sa vie en Belgique. Donc, c'est bien que cette période un peu d'incertitude sur qui sera le prochain secrétaire général soit un peu finie, parce que maintenant, la décision a été prise. Et évidemment, aussi, il a fait beaucoup d'entretiens, évidemment, dans lesquels il a dit un peu que sont, en quelque sorte, ses priorités, qui sont celles un peu aussi du Conseil de l'OCDE, parce que l'OCDE est guidée aussi par tous les membres, les 37 pays membres que vous... Qui apportent leur contribution, mais auxquels vous renvoyez des recommandations, des documents, des travaux. Il y a des centaines de rapports qui sont publiés chaque année. D'abord, sur la situation du marché de l'emploi. Vous êtes italien, Stefano Scarpetta. D'abord, un mot sur l'Italie, parce que... toutes ces stratégies de confinement ou de non-confinement ont des incidences sur le marché de l'emploi. D'abord, cette crise Covid, comment elle a impacté les pays en fonction de leur stratégie sanitaire? Elle a impacté le marché du travail. Mais je crois que tous les gouvernements, les gouvernements italiens, les gouvernements français, tous les pays sont en train de comment on peut garder l'économie ouverte comme possible, en même temps quand même éviter qu'il y ait une crise qui s'empire d'un point de vue sanitaire. Donc l'Italie a mis en place un système un peu différent de celui de la France. C'est radical. Il a différencié les régions par couleur, selon la gravité, un peu la diffusion du virus. Mais finalement, on est arrivé à un point dans lequel la diffusion du virus est tellement un peu partout. Et donc, beaucoup de régions sont passées dans la zone rouge, c'est-à-dire en sorte de lockdown, en sorte de confinement, avec des restrictions assez importantes. Un mot quand même sur les stratégies européennes et françaises que vous observez. Un choix d'aider les entreprises très fort, avec des PGE, avec un chômage partiel, avec des milliards d'euros qui viennent d'ailleurs de l'Europe et de la BCE. Quel conseil vous donnez à la France aujourd'hui? Il y a ces pays qui ont choisi cette stratégie. Il y a un débat ici en France de dire à quel moment, les journalistes posent toujours la question, à quel moment on doit retirer cette prise, cette perfusion. Qu'est-ce que vous dites, vous, à l'OCDE? Déjà, la première chose importante, c'est-à-dire que ces mesures que vous avez évoquées, donc les soutiens aux entreprises, les soutiens au job, donc au poste de travail, l'activité partielle, il faut rappeler que les mois d'avril-mai, en France, il y avait presque un tiers, 35% de travailleurs dépendants du secteur privé qui étaient soutenus par l'activité partielle. Des chiffres similaires en Italie, 30%. En Nouvelle-Zélande, c'est presque 50%. Au Royaume-Uni, 30%. Donc, c'est des chiffres énormes. Seulement, après la crise financière, on parle de 3-5%. Donc, on est passé de 3-5% à 30%, en tiers. Du jamais vu. Jamais vu. Dans l'histoire des chercheurs de l'OCDE. Et c'était très important parce qu'on avait demandé aux entreprises de s'arrêter carrément. Et donc, si on n'aurait pas eu cette mesure en place, on aurait eu du chômage qui monte en flèche. Regardez les États-Unis. 3,5% de chômage, 14,7% les mois d'avril. Dans tout l'OCDE, dans un mois, le mois d'avril, on a perdu tout ce qu'on avait gagné dans 10 ans après la crise financière en termes de montée en flèche de chômage. Après, évidemment, aux États-Unis, le chômage a baissé parce qu'avec la réouverture économique, mais il y a eu aussi une montée du chômage plus structurel. Donc, je crois que cette mesure était essentielle. Maintenant, l'économie a réouvert en partie. Certains secteurs ont réouvert, d'autres pas. Et donc, il faut différencier ce que la France, justement, a fait. L'aide, les soutiens, surtout concentrés sur ces secteurs-là qui sont encore durablement et très affectés. Alors, je n'ai pas précisé votre parcours, Stefano Scarpetta, mais vous êtes économiste de formation, Business London School, une formation ici à Paris, un doctorat. Il y a un débat aujourd'hui qui intéresse les économistes sur la politique de l'offre. Ce que la France a mis, comme d'autres pays d'ailleurs, c'est une politique de l'offre. On soutient les entreprises, on maintient les emplois en chômage partiel. D'autres évoquent, peut-être vous, peut-être l'OCDE, dans son dernier rapport, évoque l'idée qu'il ne faut pas oublier la demande. Qu'est-ce que vous en pensez à l'OCDE? Parce qu'il y a ce débat, la demande, c'est la consommation, c'est la possibilité pour les ménages de consommer. Et on reviendra d'ailleurs sur les écarts de ceux qui ont continué à s'enrichir aux dépens de ceux qui étaient les plus fragiles. Il faut qu'on en parle. Mais cette stratégie de l'offre et de la demande, il faut la trouver équilibrée? Tout à fait. Je crois qu'au départ, du fait qu'effectivement, on a confiné nos économies et donc on a bloqué l'activité économique, il faut les soutenir, l'offre. Donc soutenir les jobs, soutenir les entreprises, avec d'aide financière aux entreprises et de maintien de l'emploi. Donc, encore une fois, l'activité partielle. Qui coûte cher, parce que ça crée de la dette. De l'autre côté, quand même, en France et surtout dans les pays dans lesquels il y avait des gaps dans la protection sociale, on a aidé aussi les ménages, justement pour soutenir la demande.
Maintenant, je crois qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Certains secteurs restent fortement affectés, donc il faut continuer à les supporter. De l'autre côté, il faut relancer la demande, et donc avec toutes les mesures aussi d'embauche. Les mesures d'embauche. Il y a un débat qu'on a sur ce plateau régulièrement. Les entreprises nous disent on accélère la digitalisation, on accélère la transformation numérique. Ce qui était vrai avant s'accélère avec le Covid. Vous l'avez constaté à l'OCDE et vous dites on va perdre des emplois vont disparaître avec cette numérisation, cette digitalisation, avec Internet. Quelle proposition faites-vous pour permettre à ces salariés de continuer à avoir un emploi? C'est tout l'enjeu. Ouais. Mais vous savez, toute crise économique comme celle dramatique qu'on a vécue avec la crise de Covid accélère un peu les transitions, les changements. Surtout parce qu'en quelque sorte, les entreprises les moins performantes, malheureusement, sortent. Et du coup, celles qui restent, en général, sont aussi technologiquement plus avancées. Cette fois-ci, ce n'est pas différent. On a vu quand même une utilisation massive du télétravail. Du travail... On l'a vu tout à l'heure avec un invité. 100% télétravail voilà, dans l'entreprise. Mais quand même, c'était 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ça aussi, c'est quelque chose que vous observez. 4%. Oui, c'est une explosion. C'est énorme. Et donc, quand même, tout le monde a utilisé de façon massive, toutes les entreprises qui pouvaient, dans les secteurs où on pouvait, quand même, l'utilisation du télétravail. Ces choses-là vont rester, pas dans la même dimension, pas de 40%, mais quand même, on a appris qu'on peut travailler aussi à remonte. Mais est-ce qu'il y a des stratégies différentes? Parce que l'OCDE a une vue panoramique et pas seulement sur les pays de l'Union. Il faut bien comprendre qu'il y a évidemment des pays de l'Asie, des pays aux États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, vous l'évoquiez. Quels sont les pays qui ont fait les bons choix selon l'OCDE? Ceux qui ont réussi à équilibrer finalement leur stratégie d'offre et de demande? Ça dépend un peu du contexte, du cadre institutionnel des politiques. Donc, beaucoup de pays européens ont utilisé encore une fois l'activité partielle. Donc, beaucoup, oui. Beaucoup. Parce que quand même, mais il faut savoir que quand même beaucoup d'entreprises n'ont pas renouvelé des contrats à durée déterminée. Donc, les pertes d'emploi ont été quand même concentrées sur les groupes un peu plus vulnérables. Aux États-Unis, c'est différent. Là, il y a un système différent. C'est les licenciements temporaires, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord avec l'employeur qui va vous reprendre si l'activité répare. Donc, effectivement, cette montée en flèche de chômage a été récupérée en partie parce que les gens sont rentrés dans l'entreprise où ils travaillaient avant. Mais quand même, on a vu cette chômage monter en flèche. Donc, je crois que l'idée de protéger les travailleurs, vu la crise particulière qu'on a vécue, c'était important. Maintenant, il faut relancer la demande des consommateurs. Oui, on revient à la demande. La demande des employeurs, parce qu'il y a énormément d'incertitudes, je crois que vous l'avez évoqué. C'est vrai qu'avec les vaccins, on a peut-être une perspective qu'on va s'en sortir de cette crise. Mais on n'est pas sorti, selon vos chiffres. Non, on n'est pas sorti du tout. Et surtout, il y a énormément d'incertitudes sur quand on va effectivement réouvrir nos économies de façon un peu plus durable, pas seulement pour quelques mois et après il faut reconfiner parce que la situation s'aggrave. Donc il faut quand même aider surtout les petites et moyennes entreprises à faire cet effort d'embauche parce qu'il y a des opportunités, il y a des secteurs dans lesquels quand même l'activité est répartie de façon assez importante. J'ai vu que vous aviez travaillé sur le Portugal notamment parce que les pays du Sud sont intéressants. L'Espagne par exemple avait choisi il y a un mois de maintenir l'ensemble de ses commerces ouverts pour faire venir le tourisme parce que le tourisme en Espagne est important. Le Portugal a choisi une autre stratégie. Comment vous regardez ces pays du Sud et je pense aussi à l'Italie, la France en fait partie aussi, par rapport aux pays du Nord et même à l'Allemagne. Elles ont des stratégies différentes. La France répète en boucle, par son ministre, nous serons les premiers à relancer notre économie. C'est la stratégie de Bruno Le Maire par un soutien, par l'offre. C'est de la communication ou c'est la bonne stratégie, ça? Non, c'est absolument la bonne stratégie. Je crois que tous les gouvernements ont dû faire cet équilibre entre ne pas tuer l'économie d'un côté, mais sauver le plus possible des vies. Donc, et ça, c'est pas facile du tout. Surtout parce que les conditions changent d'un pays à l'autre. L'Italie, mon pays, par exemple, était touché parce que c'est les premiers pays européens dans lesquels il y a eu cette expansion du virus très spectaculaire. L'Allemagne a eu quelques reculs, donc un petit peu plus tard. Le Portugal, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les vacances de Noël, a rouvert son économie. Il y a beaucoup de voyageurs, de touristes. Parce que c'est l'économie, le tourisme. Anglais, ils sont arrivés avec la nouvelle variante anglaise qui est beaucoup plus infectieuse. Et donc, du coup, s'est retrouvé à fermer tout. Donc, a fait un peu comme l'Angleterre, donc a dû tout fermer à nouveau. La suite, ce qui est intéressant, c'est la prospective. Là, c'est le court terme. Vous dites à l'OCDE, attention au moment où vous allez retirer ces aides. Quels conseils vous donnez, notamment à la France et à d'autres pays qui sont engagés sur la même stratégie? C'est quoi? On les retire progressivement? Vous avez des modèles économiques pour voir comment et à quel rythme on va retirer les aides aux entreprises? Parce que déjà, aujourd'hui, en France, certains disent je ne peux pas payer le PGE, le prêt garanti. Bien sûr. Je crois que la communication, c'est essentiel. Évidemment, on est dans un contexte de forte incertitude, mais il faut quand même donner à l'avance les messages clés qui comptent. Savoir quand on va retirer certaines formes de soutien et pour qui.
parce que cette incertitude, sinon, joue. Et personne ne bouge pas, parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui va se passer le jour d'après. Là, vous avez un rôle de conseil, là. Oui, tout à fait. Et je crois que nous, notre rôle, un peu comme OCDE, c'est aussi de mettre à système, un peu, si vous voulez, les expériences de différents pays. Comme vous l'avez évoqué, Ah oui. quand même, les pays ont essayé différentes choses. Et il y a énormément à apprendre d'un pays à l'autre. Quels sont les bons modèles? Quels sont ceux dont vous dites, et inspirez-vous peut-être de la Nouvelle-Zélande, peut-être d'autres pays, je ne sais pas. Mais je crois que d'un côté, encore une fois, la communication, dire à l'avance du moment où c'est possible, comment ça va évoluer, comment l'évolution du soutien. De l'autre côté, il faut parler aux gens. Je crois que les mesures de distanciation, d'utilisation des masques et tout ça, donc c'est à chacun des individus. On a fait énormément de progrès par rapport au départ, parce qu'on ne connaissait pas cette virus. Je crois qu'il faut continuer, parce qu'on va passer dans une période dans laquelle on va réouvrir, on va vacciner au maximum, mais quand même, le virus va être là, et donc les comportements individuels jouent un rôle important. On va parler de l'après. Votre directrice, Madame Boone, évoquait devant la commission des finances à l'Assemblée nationale cette petite phrase un peu terrible. Elle dit, quand on va se retrouver à mi-2022, puisque c'est les prospectives que vous faites pour une vraie sortie de crise, la phrase est terrible, on va se retrouver dans la situation économique de 2019, dans une situation qui est en réalité pire en termes de société, puisqu'on va avoir creusé les inégalités. Vous qui observez ces questions d'emploi sur l'ensemble de votre réseau des 37 pays, est-ce que c'est général à tous les pays? Est-ce qu'effectivement, on va creuser un peu plus les inégalités et le Covid aura accentué cette crise? Le risque est là et l'évidence, malheureusement, est déjà là. On parlait avant du télétravail, 40%. Si vous regardez les travailleurs faiblement payés, rémunérés, 10%. Donc, ce n'était pas pour tout le monde. Ceux-là travaillaient sur le terrain. Certains travaillaient, d'autres ils se sont arrêtés du tout parce que leur travail ne permettait pas d'être fait à la maison ou n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas l'ordinateur, ils n'avaient pas la connexion là, et tout ça. Donc quand même, déjà ça a creusé des différences très importantes. Les jeunes ont été très fortement touchés. Oui. Pour un jeune, même un jeune qualifié, trouver un job aujourd'hui, c'est très compliqué. Les femmes ont été en première ligne. Donc quand même, il y a des groupes qui ont été très fortement touchés et sur lesquels il faut se concentrer maintenant, pour justement, pas pour éviter, parce que malheureusement, il est déjà là, cet creusement ultérieur des inégalités, mais pour les aider, pour éviter qu'il soit quand même une crise sociale qui va rester longtemps. Donc c'est un État régalien, c'est un État encore qui donne de l'argent, qui soutient au risque de creuser sa dette, parce que c'est la quadrature du cercle. Ça, c'est la grande différence par rapport à la crise financière. Parce que là, quand même, bientôt, on est passé dans une sorte d'austérité. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens. Cette fois-ci, quand même, les plans de relance sont gigantesques. Il faut très bien les utiliser, justement parce que ça peut relancer l'économie, la croissance, mais surtout éviter un creusement important des inégalités. Mais évidemment, si on ne les utilise pas bien, il y a le risque qu'il y a la dette qui va suivre. Et donc, que les jeunes, encore une fois, vont qui va suivre, qui est là, hein, Stéphano Scarpetta. La dette est là. Oui, tout à fait. Mais elle était là déjà. Il était déjà là, était quand même importante. Dans mon pays, il y en a beaucoup d'autres. La question, c'est si on investit bien, on fait relancer l'économie, hein, on donne des opportunités à tout le monde. Et donc, on peut aussi payer la dette ultérieure qu'on va creuser. Sinon, on n'aura plus de dette et pas de croissance. Un débat qui est un peu posé finalement par le duel qui a opposé Mme Malmström, commissaire européenne, à votre nouveau président, M. Cormann, l'ancien ministre des Finances australien, qui est un peu un débat de modèle, qui d'ailleurs traverse votre institution. Flexibilisation du marché du travail, parce que nous sommes dans une crise, donc il faut baisser le coût du travail, il faut flexibiliser. Et puis il y a le modèle suédois, puisqu'elle incarnait ce modèle, et elle disait, mais non, il faut former, proposer des emplois qualifiés en grande quantité. On est sur cette ligne de crête, qui est un mot qu'on utilise beaucoup en France, mais vous situez où sur ce débat ? Mais je crois que la Suède est un modèle intéressant, dans lequel on est très bien, et donc effectivement, il y a énormément de soutien. L'Australie, par contre, on peut penser que c'est un modèle néolibéral. Ce n'est pas vraiment ça. C'est un pays quand même dans lequel on donne beaucoup de soutien à tous ceux qui en ont besoin. C'est vrai. Il y a un système dans lequel il y a des transferts qui sont très bien ciblés. On ne le dit jamais d'ailleurs ça. Et effectivement, c'est un des pays qui a eu un taux de croissance continue pendant une période très longue, avec des inégalités qui ne sont pas forcément beaucoup plus élevées que celles qu'on trouve dans beaucoup de pays européens. Donc je crois qu'il ne faut pas suivre un modèle, parce que chaque modèle dépend un peu du contexte socio-économique d'un pays, mais il faut prendre les bonnes pratiques de chacun des pays. Il y a énormément à apprendre de la Suède, et justement, c'est des recommandations. Le fameux modèle suédois. Suivre un peu. Mais le modèle suédois, c'est quand même a évolué énormément. Oui, c'est vrai. Ouais. Rappelons-nous que quand même la Suède, c'est un pays qui a accueilli beaucoup de migrants. Beaucoup de réfugiés. Donc, qui est d'ailleurs revenu un peu sur ce choix d'ailleurs. Mais quand même qui a toujours dû adopter son marché du travail et aussi les formes de soutien aux travailleurs pour tenir compte du marché du travail et d'une force de travail qui est plus hétérogène aujourd'hui qu'il était auparavant. Crise de l'emploi pour ceux qui étaient les moins qualifiés, vous nous l'avez dit. Il y a des gagnants, il y a des ménages qui se sont enrichis, qui ont épargné.
il y a effectivement une inégalité qui s'est accentuée. On la résorbe comment? Quelles sont les propositions de l'OCDE justement pour réduire ces inégalités? On forme, on transforme, parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Comment on accompagne ces salariés qui vont ou qui sont déjà au chômage? D'un côté, je crois qu'il faut quand même regarder le système de transfert et d'imposition pour regarder un peu la redistribution. Là, c'est un outil justement pour affronter... Fondamental. Fondamental. Mais la France prélève beaucoup. Est-ce qu'elle redistribue bien? Oui, mais je crois qu'il faut augmenter les ciblages pour tous les ménages, tous les travailleurs, tous ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, qui vont l'être demain. Mais je crois, à mon avis, les grands défis, c'est vraiment les opportunités. Les opportunités. Donner à tout le monde des opportunités, non seulement d'avoir accès à l'école, à l'université, parce qu'en France, c'est quand même universel, mais la qualité de l'éducation, de la formation, c'est très important. Et surtout, il faut passer d'un modèle dans lequel on se forme, on travaille, après on part de la retraite, à un modèle dans lequel on continue à se former pendant toute la vie professionnelle. Parce qu'on va changer de métier. Parce que les jobs changent tout le temps et vont changer énormément. Donc il faut donner beaucoup d'opportunités, surtout à ceux qui sont les plus faiblement qualifiés. Seulement 15% d'eux participent à la formation professionnelle. Il faut quand même donner des opportunités de adapter les compétences qu'ils ont acquises, reconnaître les compétences qu'ils ont acquises, parce que peut-être ils ont 20 ans d'expérience professionnelle et ne soient pas reconnus. Donc il faut travailler beaucoup sur la formation professionnelle des adultes et non seulement des jeunes, évidemment. Avant de nous quitter, vous évoquiez l'idée, parce qu'il faut bien comprendre que votre institution, elle observe des modèles, des bonnes pratiques, et qu'ensuite elle fait des rapports qui peuvent aussi nourrir la réflexion des États. C'est toujours compliqué pour vous, qui êtes à la tête de l'emploi à l'OCDE, de dire ce pays va mieux qu'un autre, il travaille mieux. C'est très compliqué, c'est très diplomatique, votre mission. On ne s'en rend pas compte, mais chaque mot est pesé dans ce que vous nous racontez. Quelle est la bonne solution? On flexibilise ou on dérégule le marché du travail, ou justement on l'encadre un peu plus avec un État très présent? Quel est votre regard d'économiste aussi? Je crois qu'il faut quand même, c'est pas la déréglementation qui va marcher. Ça va marcher dans tous les pays qui ont essayé cela. Mais il faut quand même s'attaquer. Ça, c'est un problème de beaucoup de pays européens sur cette différence qui existe sur le marché du travail. C'est un marché dual. Donc, il y a certains qui ont plus ou moins une certaine protection de leur job et d'autres qui sont dans des travaux très, très précaires. Les insiders et les outsiders. Vraiment qualifiés, beaucoup de femmes et des immigrés. Donc, franchement, cette idée de réguler et déréguler, ça ne marche pas vraiment. La bonne solution, c'est un peu au milieu, mais surtout éviter ce creusement qu'on a eu dans beaucoup de pays entre un marché au travail et l'autre marché au travail. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de flexibilité en France. Regardez le nombre de CDD, regardez la durée des CDD et regardez quand même quelles sont les perspectives de beaucoup de ceux qui sont dans les CDD. Il y a énormément de flexibilité. Avec les nouvelles jobs, sur les jobs de plateforme, là, on aura peut-être plus de flexibilité. Il faut les aider. Il faut travailler aussi sur ce nouveau job. Vous étudiez, avant de nous quitter, on a beaucoup d'entreprises finalement et aussi d'indépendants qui viennent sur ce plateau, qui sont des entreprises de la tech, qui finalement inventent une autre manière de travailler. Dans la proportion, aujourd'hui, on a encore le CDD, le CDI, mais est-ce que vous envisagez aussi que tout ça se dérégule d'une certaine manière et qu'on ait de plus en plus de travailleurs indépendants? Comment vous regardez l'évolution de ce marché du travail? Mais justement, vous dites que c'est encore un petit nombre de travailleurs qui sont les travailleurs de plateforme, mais ils ont quand même des caractéristiques très intéressantes. Ils sont indépendantes, mais beaucoup d'entre eux sont dépendants de l'économie d'une seule entreprise. Et donc là, plutôt que créer une nouvelle typologie d'emploi, il faut quand même comprendre, et déjà, il y a même des décisions de justice qui ont été prises dans certains pays. En France, notamment. Voilà. Que certains de ces travailleurs sont dépendants économiquement de l'entreprise, et donc l'entreprise a des engagements vers ces travailleurs. Mais de l'autre côté, il faut aussi élargir la protection sociale à cette typologie d'emploi qui est nouveau. Et donc, on ne peut pas encadrer comme travailleur dépendant ou indépendant. Élargir la protection sociale, c'est intéressant, venant du directeur en charge de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Avant de nous quitter, et vous êtes un optimiste né ou vous observez cet après-Covid avec un peu d'inquiétude? Il y a évidemment énormément d'inquiétudes, mais je suis plutôt optimiste. Encore une fois, la technologie peut ouvrir des opportunités incroyables. Mais donc, je crois qu'il faut plus d'États qui ciblent bien ces interventions. Plus et mieux. Mieux. Pour tous ceux qui, peut-être, ils n'auront pas forcément, par eux-mêmes, accès à ces opportunités. Et on n'a pas évoqué l'épargne dans beaucoup de pays des membres de l'OCDE, dont la France, des milliards d'épargne qui dorment et qui pourraient être utiles à l'activité économique et industrielle des pays. Stefano Scarpetta, si on veut se rattacher à votre dernière étude, elle est visitable évidemment et consultable sur le site de l'OCDE. C'est les prospectives à court terme, on est bien d'accord. Ça, c'est l'étude que vous faites. Et la prochaine, elle arrivera quand ?
Donc, il y a les perspectives à court terme qu'on a présentées la semaine dernière. Voilà. On a fait une note à la fin de la semaine, justement, sur quelles sont les politiques de l'emploi pour la période entre aujourd'hui et le moment dans lequel la reprise économique peut effectivement démarrer. Et les mois de juin, va sortir les perspectives de l'emploi de l'OCDE. C'est la publication annuelle. Très attendu. Qui est tout à fait concentrée sur la crise Covid, les bonnes pratiques de différents pays et surtout, quelles sont les bonnes pratiques pour le futur. Donc, pour effectivement soutenir cette reprise. Si vous en êtes d'accord, eh bien vous reviendrez peut-être nous commenter cette étude. Elle est très attendue et je pense que celle-ci encore plus que les autres par le contexte Covid pour avoir une visibilité un peu globale. Merci Stefano Scarpetta d'avoir fait le détour par notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. C'est 37 membres avec un nouveau président australien, je leur dis parce que c'est tout frais. Il s'appelle Monsieur Corman et il est à la tête, donc secrétaire général de l'OCDE, institution qui est basée à Paris, 2500 collaborateurs. Vous reviendrez en juin nous parler de ce rapport. Dernière rubrique, fenêtre sur l'emploi, c'est intéressant parce que l'OCDE, c'est aussi une entreprise et elle fait du RH, forcément, elle recrute. Et on va s'intéresser à l'entretien de recrutement. C'est pas n'importe quoi, il ne faut pas le négliger, il faut le préparer. Vous me direz, tout ça, c'est logique, mais on en parle tout de suite avec la directrice du recrutement chez Kerus. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, vous savez, c'est notre rubrique où on parle du recrutement. Alors, les entreprises qui recrutent, les techniques de recrutement, on en parle aujourd'hui avec Valérie Sablet, qui est la directrice du recrutement chez Kerus. Bonjour Valérie. Bonjour. L'entretien du recrutement, l'entretien de recrutement, c'est pas n'importe quoi. Alors Kerus, c'est quand même un très gros cabinet. Qu'est-ce que fait exactement Kerus? Parce qu'il a plusieurs missions pour situer déjà. Alors brièvement, en fait, Kerus, on est une ESN, on est une société française, on fête nos 25 ans cette année. Et notre métier, dans les grandes lignes, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la transformation digitale. Donc sur un aspect technique évidemment, mais aussi très tôt en amont d'un point de vue conseil. Donc conseil, intégration, assistance, mise en œuvre de la donnée, gouvernance de la donnée, design. On va vraiment les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors là, on parle de Kerus en matière de recrutement. Pourquoi c'est si important l'entretien avec un DRH? Pourquoi il ne faut pas le négliger? Parce qu'il y a un vrai débat sur « je suis reçu par le DRH mais en fait, le DRH, il ne sait pas trop ce que je vais y faire dans la boîte. Mais enfin, il fait le boulot. Lui-même est assez éloigné. Ça arrive fréquemment, ça. Comment on fait pour connecter le DRH avec tous les métiers de l'entreprise? Il n'a évidemment pas pratiqué tous les métiers de l'entreprise. Alors aujourd'hui, le recruteur, spécifiquement dans les métiers du conseil, mais pas que, dans les ESN, c'est vraiment un business partner. Il connaît vraiment ses clients internes. Voilà. On parle de fonction support. On travaille vraiment main dans la main avec nos clients internes. Fonction support au sens vraiment anglais du terme. Donc c'est vrai que le recruteur, il n'a pas fait le métier pour lequel il va recruter, mais par contre, il connaît les attentes de ce métier, il connaît bien la maison, il connaît bien le besoin, donc il va pouvoir effectivement vous expliquer, peut-être pas le poste en détail d'un point de vue technique, mais en tout cas les attentes du poste, les attentes de l'équipe, et puis voir si vous, de votre point de vue de candidat, ça peut aussi vous intéresser. Le recrutement, ça marche vraiment dans les deux sens. Comment on aborde un entretien de recrutement? Parce que là, vous venez de répondre à ma question. C'est vrai qu'on se dit parfois, tiens, le DRH, il n'a pas l'air très au courant de ce qui se passe. Moi, en allant sur Internet... C'est inquiétant, là, par contre. Non, mais moi, je suis allé sur Internet, j'en ai vu plus. Vous voyez, comment on l'aborde cet entretien? Comment on fait? Alors, il faut l'aborder sereinement déjà. L'entretien de recrutement, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut sortir en fait du cliché je vais passer un entretien de recrutement. C'est vraiment une expression qu'il faut oublier. Allez, je vais dehors, je marche, je vais prendre un café. J'oublie voilà, quoi. Mais déjà, il faut y aller sereinement. Il faut y aller en ayant effectivement préparé, en sachant dans quelle entreprise on va et pour quel poste on va. Mais il faut aussi y aller avec des attentes et on a besoin aussi de savoir sur quel poste on va se projeter. Donc, un entretien de recrutement, c'est pas un monologue, c'est vraiment un échange entre un recruteur et un candidat. On construit. Exactement. Il faut savoir si ça va plaire aux deux parties, bien en sûr, fait. Donc, c'est pas forcément uniquement un échange et un monologue dans un seul sens. Il faut aussi que le candidat, il ait les réponses à ses attentes, à ses questions et qu'il puisse se projeter, en fait, dans l'entreprise. Il y a quand même, faut quand même le dire, on y va cool, on a beaucoup de conseils. Fanny Griesmer nous fait des petites chroniques pause-café, on se détend, on fait un peu de méditation, on prend du gel sénium, enfin, on fait tous les gris-gris qui vont bien. Il y a quand même des questions déstabilisantes.
Comment on gère ça? Parce que le recruteur, il est là aussi pour vous challenger quand même. Oui, mais le but, alors on tirera jamais, enfin de mon point de vue, on tirera jamais le meilleur d'un candidat que vous allez pousser dans ses retranchements ou dans des zones de stress. C'est plus, ça c'est le recrutement des années 80. Parce qu'on se replie, on n'est pas bien. Exactement, donc c'est pas vous tirerez jamais le meilleur d'un candidat que vous allez mettre dans cette zone d'inconfort. En revanche, pour y aller effectivement sereinement, il faut avoir préparé son entretien. Donc effectivement, mais quitte à venir avec des notes, moi ça me choque pas du tout un candidat qui vient avec des notes. Vous l'acceptez ça complètement. Non, parce que ça peut vous arriver, notez-le. Non, mais un petit Bristol pour dire je veux rien oublier. Voilà, exactement. J'ai noté ce point-là. J'aimerais avoir des réponses et des questions sur ce point-là. J'ai noté que vous faisiez tel type de projet. Au contraire, on voit un candidat qui a préparé son entretien, qui a réfléchi, plutôt qu'un candidat qui arrive les mains dans les poches sans savoir effectivement où il est. Bon, c'est un peu la caricature. J'ai vu hier dans le film L'homme pressé, Lucchini qui reçoit ses entretiens et ça marque évidemment tous ceux qui font du recrutement. Ils sont à peine assis, ils bafouillent de mots et ils les virent parce que c'est pas assez rapide, parce que c'est pas assez rythmé. Ça fait écho évidemment à ceux qui recrutent. On arrive dans un bureau, dans un environnement qu'on connaît pas, face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu déstabilisant. Oui, là c'est aussi au recruteur effectivement de vous mettre à l'aise, de vous mettre en condition. Il faut pas oublier que le recruteur, il a votre CV. Un CV, ça dit ce que vous avez fait, ça dit pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est clair. Donc ce qui est à préparer, c'est aussi vous, votre projection, ce que vous avez envie de faire dans cette entreprise en particulier ou de façon générale. Et là, voilà, ça c'est votre préparation à vous. Ça, c'est important. Mais justement, c'est intéressant d'avoir une recruteuse qui explique et qui donne des conseils, parce que peut-être que vous vous retrouverez, vous, dans quelques jours, mois, en face de Valérie Sablé, mais parfois vous vous dites tactiquement, lui, il me le faut, parce que lui, c'est le talent. Comment on fait, là, côté recruteur? Parce que c'est intéressant, il faut quand même essayer de l'attirer, sans lui montrer qu'en fait, vous êtes en train de vous aplatir devant son talent. Donc, c'est très subtil. Comment on fait, là? Oui, mais c'est exactement ça. C'est une subtilité, un bon équilibre, en fait, à trouver. Et je pense que ce que les candidats attendent aujourd'hui, c'est de la transparence. Ce qui peut faire l'échec d'un recrutement, c'est le fait d'être déceptif par rapport à la promesse qu'on lui a faite. Donc, un recruteur, un candidat, pardon, il ne va pas attendre le poste parfait. Enfin, il n'y a pas de poste parfait, il n'y a pas d'entreprise parfaite, il n'y a pas de manager parfait. Je pense qu'un candidat préférera toujours qu'on lui dise voilà ce qu'on vous propose, voilà aussi les axes d'amélioration du poste, les écueils, les difficultés, le challenge, voilà la photo complète en fait. Et je pense que ce qu'un candidat attend, c'est qu'on lui donne encore une fois l'ensemble de la photo et pour lui donner confiance et l'envie en fait de venir. Les surpromesses aujourd'hui, les candidats. Je repose ma question à l'envers. Il y a parfois des candidats dont vous dites lui, si on ne le prend pas, il ne trouvera pas ailleurs. Et il y a des candidats qui sont face à vous et vous dites si je ne l'ai pas, 10 autres le prendront. Comment on fait pour celui-là? On essaie de lui parler du meilleur de la société et surtout on le projette lui. Sur sa trajectoire, sur le projet, le poste en fait. Et là, je pense qu'il faut être assez micro dans ces cas-là et vraiment le projeter dans son quotidien et de trouver les leviers. Le faire rêver un peu peut-être, non? Oui, voilà, et trouver les leviers auxquels lui, il est sensible. Alors ça peut être, qu'on parle d'un profil junior ou d'un profil de 20 ans d'expérience. C'est de la psychologie, ça. Voilà, c'est trouver à quoi le candidat en face va être sensible. Est-ce que c'est une projection de carrière? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'évolution technique, technologique? Est-ce que c'est une ambiance de travail? Est-ce que c'est le temps de trajet? Le salaire? Que sais-je, mais évidemment. Donc c'est juste, entre guillemets, trouver les bons leviers. La bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Exactement. Et là, il faut faire parler le candidat. Donc c'est d'abord, il faut qu'il puisse aussi se livrer un peu. Et vous, Valérie Sablé, il y a une forme de psychologie dans le travail du RH pour sentir, en fait. Je pense que c'est ça. Merci d'être venu nous... Avec plaisir. C'est une petite leçon de recrutement, voilà, de l'intérieur au plus près de ce qui se vit dans l'intimité des bureaux. Directrice du recrutement chez Kerus, qui est évidemment une très belle entreprise internationale, faut-il le préciser, puisque vous avez fait le portrait de l'entreprise. Elle est en France, mais elle est dans le monde, une vingtaine de pays. 3000 collaborateurs. Voilà, et c'est 3000 collaborateurs, donc c'est une très grosse entreprise. Merci Valérie Sablé, merci à vous, merci Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, évidemment Romain Luc à la réalisation, et merci à Amanda Montero pour le son. Merci à Pauline Gratel et à toutes les équipes, Margot à l'accueil, invitée évidemment. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je serai là demain en direct, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et audacieux, puisque nous sommes sur la chaîne des audacieux. Bye bye, à demain.